Les vraies voix du rugby, l'émission du lundi qui ne parle que de rugby et c'est la dernière de la saison, donc on va vraiment bien en parler ce soir. Retour sur la finale et le 24e bouclier de Brennus du Stade Toulousain. Bien sûr, Yoann Huget sera avec nous et Philippe Spanghero également, mais il y aura Jean-Marie Cadieux également, des grands anciens de la maison rouge et noire, qui sera avec nous à partir de 20h15. La folle soirée des Montpelliérains samedi au Stade de France. Louis Picamol et David Atoub seront avec nous, vous comprendrez pourquoi. Et puis on reparlera aussi du Grand Béziers, puisqu'on parle de bouclier ce soir avec un de ses illustres anciens, Diego Minaro, qui sera avec nous 20h45. Voilà, c'est une dernière émission au son du Brennus, bien sûr. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby, avec bien sûr aussi toute l'équipe Sud Radio. Quentin Cabanis, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et je salue également Philippe et Yoann. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Quentin, bonsoir à tous. Les dernières infos du jour, parce qu'il y a toujours une petite info qui traîne comme ça lundi. Déjà la première, c'est celle qui concerne Romain Ntamak, puisqu'il a été opéré du genou. Ensuite, il s'est immédiatement rendu auprès de ses coéquipiers pour la célébration du 24e bouclier de Brennus obtenu par le Stade Toulousain ce week-end. Une figure de l'UBB va s'en aller. L'historique 3e ligne Mahamadou Diaby, présent au club depuis 2017, a annoncé son départ. Il évoque notamment son temps de jeu limité en fin de saison et son manque de perspective avec le club. Il explique en revanche quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. La finale du top 14 remportée par le Stade Toulousain face à l'Union Bordeaux-Bègles, le 39-33 samedi, a été suivie par 5 millions de téléspectateurs sur France 2 et Canal+. C'est le meilleur chiffre pour une finale de top 14 depuis Castres-Toulon. C'était en 2014, c'est ce qu'a annoncé France Télévisions. Et puis, quelques jours après le forfait de Setiti, c'est un nouveau coup dur pour les All Blacks qui est annoncé, puisque le pilier des Crusaders, Tamati Williams, a déclaré forfait suite à une blessure au genou. François. Ouais, et toujours pas donc les 5 finalistes. Non, on attend, on est impatient là. On veut connaître les noms. A priori, il y aura sûrement Barassi, mais pour le reste, voilà, on est les 5 finalistes qui doivent rejoindre le groupe France en Nouvelle-Zélande pour les 3 tests qui vont. On est en attente, on veut savoir. Peut-être que Yoann a plus d'infos que nous, mais pas pour l'instant, messieurs. On parle également côté bordelais de Beauchaton, de Gazzotti et de Porter. Ah, c'est les 3 côtés bordelais dont on parle, donc ça nous fait 4 noms. Il y a Baye qui était évoqué, mais il a l'air de bien faire la fête. Il a l'air de bien faire la fête avec des maillots de basket. Yoann Huget, maillot de basket. Non, toi, t'étais pas convié à accompagner chez Tonton, là. Cette génération à Toulouse pour fêter le. On l'a fait déjà en 2019 avec les maillots de basket. Donc, ils font que du réchauffer finalement. Ça se renouvelle, tu sais, au bout d'un moment, c'est compliqué. Ça tourne en rond. 5 Brennus quand même pour cette génération, qu'on pourrait appeler génération Dupont, mais voilà. 2 Champions Cup, de 7 trophées quand même pour donc cette équipe entraînée par Hugo Mola. Ça commence à chiffrer. Philippe Spanghero, quelle note toi tu mettras à cette finale? Parce qu'on entend partout, c'est une finale historique. Est-ce qu'elle a été historique pour toi? Elle est assez historique parce que d'abord, par l'ampleur du score, c'est la finale qui nous a offert le plus grand nombre de points, par le scénario aussi, ce revirement avec le retour de Bordeaux. Après, en termes de jeu et de production, on y reviendra tout à l'heure, mais il ne faut pas être fine bouche. En tant qu'amateur de rugby, on a vu un grand spectacle pour la promotion de notre sport, ça c'est une certitude. Donc pour tout ça, avant de rentrer dans le détail, je mettrai quand même un bon 15,5 sur 20, quoi. Une très bonne note, Yoann. Toi, tu as été acteur, mais là, moi, je suis très exigeant sur les notes parce que j'étais quand même un bon élève. Bien sûr, bien sûr. Et ça, on le sait, mais ça coulait de source. C'était inclus dans la question. Yoann, toi, tu mettrais quelle note, toi qui aujourd'hui les regarde alors que tu les as vécus ces moments? Au vu du scénario, c'est surtout le scénario, je pense, où on peut mettre une belle note parce que Bordeaux revient un peu de nulle part et tout le monde les avait enterrés. Et ils arrivent à ce 33-33, on arrive à des prolongations, une finale indécise. Voilà, on va dire sur un bon 17. D'accord. C'est bien. 17, ouais, c'est pas mal. Voilà, sur les dernières, là, celle du top 14 notamment, parce que le top 14 c'est depuis 2005, donc ça fait 20 ans. Elle rivaliserait avec quelle finale selon toi? Et voilà, parce que c'est vrai que tout le monde parle d'une finale historique, mais bon, on les a pas toutes vues non plus, donc c'est pas évident. Mais les 20 dernières. Sur les dernières, avec ce suspense-là, j'ai envie de mettre La Rochelle-Toulouse quand Romain y marque, avec ce dénouement. Voilà, c'est ce qu'on aime dans le sport, c'est ces revirements de situation. Et même là, il n'y a pas eu de revirement, mais c'est le fait que Bordeaux soit revenu dans la partie.
Et le même scénario un peu avec l'essai de Romain qui est quand même de grande classe. Non, tu mettrais pas Castres-Montpellier, quoi, par exemple? Ben non, le scénario n'était pas aussi tendu. On a senti des Castrés très vite fatigués, donc c'est pour ça. Mais sur une belle finale où le premier, le second, il n'y avait pas de surprise, il n'y a pas un barragiste qui est arrivé en finale par hasard. C'était la finale attendue, la finale que tout le monde voulait voir, un peu la revanche de la revanche, comme disait Yannick Bru. Mais on a attendu quand même les Bordelais. On les pensait un peu plus frais que ça. On les a sentis un peu en dedans sur cette finale. Voilà, mais bon, ton pronostic a été quand même confirmé, quoi. Enfin, t'étais serein quand même pendant cette finale. Bah, serein, on ne sait pas. Quand ils reviennent, tant que supporter toulousain, quand ils reviennent de nulle part comme ça, à 33, on se dit bon, il faudrait pas qu'ils mentalement ils prennent un coup de boost sur ce truc-là. Et ils ont cette faculté à repasser devant si Toulouse n'est pas discipliné comme ils l'ont été, cette faculté à aller chercher une pénalité sur la première mi-temps de la prolongation, sauf qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser et que derrière Toulouse a fait le job. Philippe, est-ce que... Ouais, vas-y, dis-moi, Philippe. Ouais, non, mais pour rebondir sur ce que disait Johan, c'est vrai qu'après, sans faire offense à ces Bordelais, on sait à quel point c'est dur de réaliser ce doublé. L'UBB n'a pas encore la profondeur de banc du Stade Toulousain. Et malgré tout, même s'il y a ce scénario et qu'il meurt prêt, Yannick Bru était assez lucide quand même à l'issue du match, parce que c'est vrai que sur la physionomie générale, même s'il y a des faits de jeu, on a senti le pack toulousain vraiment prendre l'ascendant très vite en conquête, en mêlée fermée. Et c'est vrai que Toulouse a été un peu fébrile sur ces temps forts, n'a pas concrétisé beaucoup pour tuer le match. Ils auraient pu le faire un peu plus tôt pour empêcher ces Bordelais de revenir, mais on a senti quand même Toulouse très fort sur ses bases et cette UBB devant en grande difficulté. Et j'ai l'image notamment de ces contre-rucks toulousains, cette incapacité qu'a eu l'UBB en face à ralentir les sorties de balles toulousaines. Donc ils ont perdu quand même le combat dans des secteurs majeurs du jeu. Oui, c'est vrai. Comment l'UBB peut se relever? Parce que quand on en prend 60, c'est une humiliation, mais il y a, on va dire, pas de regret. Là, quand même, quand on perd comme ça, avec quand même des décisions dont on pourrait reparler, mais on n'en reparlera pas parce qu'on est quand même grand seigneur. Voilà, quand même 39-33. Quelle trace ça peut laisser et comment l'UBB va rebondir, Philippe? L'UBB, en fait, tu as raison de le dire. C'est vrai que c'est plus traumatisant quelque part un scénario comme celui de samedi soir que ce qu'ils ont vécu la saison dernière, même si à une autre échelle, il fallait s'en relever. Cet UBB-là, je crois qu'aujourd'hui, il a renforcé encore ses certitudes. Il a été vraiment en difficulté, je le répète, sur cette finale. Cette équipe a eu le caractère de revenir dans le match. Ils perdent cette finale, mais ils sont champions d'Europe. Ils sont champions avec les espoirs, champions avec les féminines. Il y a une dynamique générale qui fait qu'ils sont plus sûrs d'eux et de leur projet que l'année dernière, assurément. Donc, je pense qu'ils seront sans relever, que ce sera une motivation supplémentaire et que peut-être ça pose les bonnes questions aussi pour Yannick Bru et son staff, de savoir qu'est-ce qui manque à cette équipe pour rivaliser réellement avec le Stade Toulousain. Alors, sur un match, ils ont su le faire, mais dans la durée. Et peut-être qu'une partie de la réponse, c'est sur la profondeur de banc, notamment devant. Ouais, devant, effectivement. Il y aura des renforts, on va dire des départs quand même. Il y aura un départ de Petit, départ de Samou, départ de Diaby maintenant, arrivée de Palu, de Woki, de Barlow. Notamment parmi les transferts les plus et puis aussi d'un Sud-Africain dont j'ai perdu le nom, Duprez je crois, voilà. Donc on imagine assez dense et compact, mais quand même c'est ça le fond du problème aujourd'hui. On a la sensation quand même que ils ont souffert en mêlée, ces Bordelais, de façon récurrente quand même il y a eu 2 cartons jaunes. Enfin il y a eu quand même beaucoup de problèmes dans le défi physique par rapport à ce qu'a imprimé et imposé les Toulousains. On peut le voir de deux manières. La première demi-finale qu'ils font en Champions Cup, les avants ont pris le dessus sur les Toulousains. Donc, est-ce que vraiment le fond du problème, il est là alors qu'on a loué tout avant la finale et jusqu'à ce qu'ils soient champions, la capacité des Bordelais à dominer leur pack devant?
Voilà, c'est sûr qu'un Cyril Cazot, est-ce qu'il va être capable de refaire une deuxième saison comme il a fait cette année, parce qu'elle était incroyable. Il va falloir qu'il tourne un peu plus. Voilà, c'est des moments comme ça où les Bordelais on se pose des questions sur cette faculté à, voilà, quand on voit un Benta Mifuna faire 20 minutes ou 30 minutes en première mi-temps, sortir et re-rentrer à la 60e, on se demande c'est un sportif de haut niveau. Alors son apport quand il joue les 20 ou 30 premières minutes de la première mi-temps, elles sont remarquables, mais tu as besoin de plus de densité justement dans ces moments-là où tu sais que physiquement il est un peu limité. Ouais, effectivement, Philippe, sur le recrutement, juste un dernier mot sur le recrutement annoncé et par rapport au départ, ça te semble, on va dire, contrebalancé un petit peu, s'équilibrer? Oui, ça s'équilibre sur le papier. Après, encore une fois, ça va peut-être manquer un peu de profondeur. Alors, il y a Mamadou Diaby qui s'en va. Ça a été un grand artisan de cette UBB-là, un bon soldat, un grand leader aussi de jeu. Il aurait peut-être pu faire du bien encore quand même un an ou deux. Je ne sais pas comment ça se termine. Il a peut-être été vexé parce qu'il était quand même titulaire en finale de Champions Cup il y a quelques semaines à peine, mais écarté après sur la fin de saison en top 14. Donc oui, bien sûr qu'il y a des joueurs de très haut niveau. Il faudra voir quel est l'état de forme d'un Woki. Est-ce qu'il se retrouve dans ce vestiaire et est-ce que vraiment il retrouve tous les moyens du joueur qu'il était quand il était titulaire en équipe de France. Palus, c'est un joueur qui maîtrise aussi le top 14, qui est un joueur de devoir. Il y a des joueurs solides, c'est sûr qu'ils vont densifier leur 5 de devant. Mais encore une fois, la question c'est pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est l'ambition de l'UBB, gagner encore un peu plus en profondeur. Ouais, effectivement, ça sera en tout cas intéressant de voir le rebond. Hein. On a été quand même assez stupéfait du rebond après la finale catastrophique du Vélodrome. On espère que les Bordelais, après cette finale malgré tout héroïque, reviendront encore plus fort. Merci en tout cas, messieurs, sur ce point. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler du Stade Toulousain, bien sûr, avec un de ses grands anciens, c'est Jean-Marie Cadieux qui sera avec nous, ancien deuxième ligne du Stade Toulousain, bien sûr. On va revenir sur la performance du pack des Rouges et Noirs. A tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix du rugby, Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et vous au 0826 300 300 pour revenir sur le 24e bouclier de Brennus du Stade Toulousain, vainqueur après prolongation de l'UBB de 39-33. C'était samedi au Stade de France, on l'a vécu bien sûr en direct. C'est la dernière de la saison pour débriefer. Alors on avait envie aussi de souligner la performance XXL du pack toulousain, et pour en parler, rien de mieux qu'un des anciens grands deuxième ligne de la maison, Jean-Marie Cadieux, qui est avec nous en direct, international à 12 reprises, Coupe du Monde 91, tournoi 91 et 92, et puis surtout 3 Brennus avec les Toulousains. Bonsoir Jean-Marie. Et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct de Toulouse. Pour toi Jean-Marie, en direct bien sûr oui. Sur Sud Radio. Bon, là on parlait de la tournée des bars des joueurs toulousains. Est-ce que tu en aurais peut-être croisé en ville, comme on dit? On l'a eu fait quand on était joueur, mais bon, c'est vrai que vu la chaleur qu'il fait et les températures qu'il a, non, on a moins besoin de se réhydrater avec de la bière. Sur nos générations, nous, on est plus penchés sur la récupération et soigner nos articulations. Donc on fait moins d'excès. Mais c'est bien qu'ils en profitent, ils ont raison, hein, c'est chouette. Voilà, c'est chouette de gagner un 5e Brennus, 2e Champions Cup. Ça fait quand même 7 trophées pour cette génération. Ça commence quand même à chiffrer là, Jean-Marie. Ça commence à nous inquiéter. Bon, moi, j'ai pas connu la Coupe d'Europe. Enfin, ma génération, j'aurais pu la faire parce que c'était en 96, mais je m'étais blessé au cervical. Donc, j'étais obligé d'arrêter ma carrière là-dessus. Mais, effectivement, je pense qu'à travers le palmarès du club, Hugo se sert un petit peu de ça pour que les générations qui jouent actuellement essayent d'abord de rentrer dans le palmarès du club, essayer toujours de l'étoffer et bien sûr, de monter à Paris, ça c'est quelque chose. Le bouclier, c'est spécifique. Alors bon, les Bordelais avaient dit qu'ils nous appartenaient, mais ils ne s'étaient pas trompés, quoi. Ouais. Encore pour une année, quoi. Mais tu sais, les Bordelais sont lucides, hein, et ils ont souvent des bonnes analyses, n'est-ce pas, Yoann, hein? Je te l'avais dit, Yoann. C'est vrai. Bon, on est heureux aussi d'accueillir. Tiens, ça va te faire plaisir, Jean-Marie. Je pense que c'est Marc Giraud, fils de Jean-Michel, ton ancien coéquipier. Marc est avec nous et qui nous a appelé. Bonsoir Marc Giraud.
Bonsoir à tous, salut Jean-Marie. Bonsoir Marc. Racontons peut-être, Marc, l'histoire qui vous lie quand même entre toi, ton papa qui est décédé et Jean-Marie. Eh bien, mon père a joué avec Jean-Marie, il m'en a raconté le plus grand bien. J'ai été témoin de beaucoup de choses, de bien dans la vie. Et puis bon, Jean-Marie nous a souvent reçus jeunes au Stade Toulousain avec Philippe Panguero et Yoann Ugier, que j'entends tout à l'heure. On est là, on t'entend. Donc voilà, dans son bar à côté des stades de Nielos Piquios, on a passé des très très bons moments chez Jean-Marie. Voilà. Jean-Marie, est-ce que tu as des dossiers qu'on pourrait peut-être évoquer après ce retour sur la finale, sur Yoann et Philippe, si jamais tu en as, tu les cherches et puis on développe un petit peu plus loin. Sur Marc que sur nous. Il y en a plus sur Marc que sur nous. Mais c'est vrai que Jean-Michel Giraud a été éducateur longtemps aussi et il a participé à la formation. Oui, tout à fait. Non, mais, tu sais, quand on a été restaurateur, tout ça, tout ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison. D'accord. Bon, c'est ça aussi l'esprit toulousain. Jean-Marie, est-ce que tu as été impressionné par la performance du pack quand même toulousain? Les finales de Toulouse se sont souvent gagnées comme ça, celle de 85. Et pourquoi j'avais envie que tu sois avec nous ce soir, Jean-Marie? Oui. Parce qu'en fait, Hugo Mola, dans son discours devant la presse, il était 1h30 du matin ou 1h15 du matin dans les entrailles du Stade de France, a dit voilà, nous on espère marquer l'histoire du Stade toulousain comme cette génération 85 qui avait gagné aussi après prolongation. Il a encore une pensée pour vous, vous qui avez été fêté aussi lors de la 25e journée avant un match contre Lyon. Non, mais pour nous, c'est d'une part, c'est un honneur. C'est un honneur de nous considérer comme les fondateurs un petit peu de cette nouvelle génération, parce qu'il n'y avait plus de titres depuis 1947 au Stade de Toulousain, il faut quand même le rappeler. Et effectivement, c'était des minots qui ont grandi un petit peu avec cette. Nous, on était un peu les papas du vestiaire, et forcément. Jean-Marie, je peux t'interrompre une seconde. Oui. Pourquoi il n'y avait pas de titre entre 45 et 85? Juste ça. Juste cette petite. On a perdu en 69 contre Bordeaux et en 80 contre Béziers. Voilà, non, et bien sûr, on reprend, on se chambre un petit peu, c'est bien normal. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Au niveau des titres, on n'a pas trop de problèmes. Même le quatrième qui va construire c'est pour les maîtres, surtout, c'est ça où on est emmerdé. Tu as réveillé le Toulousain, là, hein, t'as vu? Bien sûr. C'est de génération en génération, ça, François. Ça se perd pas. Non, mais c'est chouette, parce que ça veut dire que, bien sûr, que notre génération a marqué le club, mais que ça perdure toujours, et que Hugo se serve de ça pour motiver des jeunes joueurs qui ne l'ont même pas connu, même qui étaient peut-être pour certains pas nés. Donc, la plupart, ils sont pas nés, Jean-Marie, je te rassure. Ouais, merci. Mais bon, on le prend, je le prends avec le sourire, bien évidemment, mais on sent que cette transmission, elle est toujours là, à travers le jeu, à travers, même si bien sûr, faut remettre les choses dans le contexte, parce que le professionnalisme aujourd'hui, il s'entraîne tous les jours. Nous, on s'entraînait peut-être un peu plus que les autres déjà à l'époque, mais au moins 4 fois par semaine. Mais bon, c'était bien évidemment autre chose. Mais nous, on était tiré vers le haut sur le plan physique parce qu'il y avait Robert Bru qui était un peu le père de la méthode avec Pierre Villepreux et Jean-Claude Créla qui entraînaient. Mais il y avait quand même pas mal de profs de gym, donc du coup, on était un peu plus. Ça m'a aidé personnellement, ça m'a tiré vers le haut parce que c'était des mecs qui s'entraînaient et qui sont devenus éducateurs et profs de gym par la suite. Donc forcément, il y avait aussi ce terreau là, Albert, Sigagna, Karjanik, Thierry Mazet, Guy Noves, Gabert, tout ça. Donc on s'est servi de ça, ouais, pas mal, pour essayer de progresser rapidement. Et puis c'est venu très vite parce qu'en fait, moi j'avais 21 ans et on est en bas Béziers, parce qu'on me parle de Béziers, 21-0 en quart de finale à Perpignan, après on bat Montferrand et on arrive en finale. Bon, on était très motivés, on avait peur de pas grand chose. De toute façon, on n'avait pas de palmarès parce qu'on était une équipe très jeune et on prenait match après match et puis voilà, on avait une grosse détermination, une grosse envie. On savait que contre Toulon, forcément, on n'avait pas besoin de visionner les cassettes. On savait que ça allait être dur devant et on s'était bien préparé pour ça et je pense qu'on les a surpris un peu. Effectivement, comme les Bordelais ont été surpris
surpris sur cette finale de banc. On les a surpris en mêlée, dans l'agressivité, les rucks et tout ça. Donc, ouais. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Effectivement, le rugby, il évolue, mais ça change pas beaucoup. On voit un mec comme Marchand, je pense qu'il voulait pas que la motte il marque 3 essais, quoi. Ouais. Et quand tu charges en mêlée, c'est compliqué après de courir comme un 3/4. Hein. Donc, ça commence comme ça, c'est pas le même type de match. Ils s'attendaient peut-être pas à ce type de match. Donc voilà, nous on avait bien calculé notre coup par rapport au match de Coupe d'Europe qu'on avait en travers. On n'avait pas leur laissé trop de ballons, les dominer, ça s'est bien passé dans ce sens-là. Après, bon, Bordeaux reste une belle équipe parce que sur peu d'occasions, il restait dans le match. Voilà. Ouais. Marc Giraud, sur la performance toi quand même qui a eu une très belle carrière et notamment du côté d'Agen, Montpellier également. Est-ce que tu as été impressionné par la performance des avants toulousains? Oui, vraiment. Vraiment, en première mi-temps, on se dit que le Stade Toulousain est en train de les concasser devant, comme Jean-Marie avait l'habitude de le faire d'antan. J'ai trouvé qu'on avait mis l'église au centre du village en termes de combat et de volonté, mais par contre, les Bordelais, nous, on était dans les tribunes, on était très tendus, ils ont 4-5 ballons, ils marquent 4 ou 5 fois. À chaque fois qu'ils viennent chez toi, ils marquent. À un moment donné, on avance, on leur met des caramels mous. Beaucoup de petits pas de recul, un petit par-dessus, et le félin, là, Penaud, il arrive, il te marque un essai, alors que s'il n'y a pas ça, on les met sur le pôle du Stade de France. Et donc là, on prend quelques coups derrière la tête. J'ai d'ailleurs un ami qui est allé chercher quelques bières à ce moment-là. À la mi-temps, on se dit que l'entrée la réentrée de Tamaï Founan, couplée à l'entrée de Baye pour le contrer. Baye, en demi-finale, il avait montré beaucoup de volonté. J'ai dit, ça peut-être se jouer là. Et en fait, on savait pas que Romain Ntamak allait rester au vestiaire. Et Ramos, il s'est mis à un niveau exceptionnel. Il a eu que des gestes justes, ce mec-là. Les deux buteurs font 100%. Et il envoie 2 coups de pied exceptionnels en fin de match, là où Banos il pique le ballon en touche et un petit coup qui se joue mal, où il m'envoie le ballon juste à l'angle là où tu vas récupérer un bon ballon derrière. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'on avait été très très fort devant, effectivement très fort devant, et l'apport de Ramos en 10 n'a pas été négligeable à mon sens, avec tout le respect que je dois à Romain Ntamak qui joue depuis un petit moment un peu blessé certainement. Voilà, mais qui s'est fait opérer aujourd'hui, ça s'est bien passé, Johan. C'est vrai qu'il y a quand même un point commun à toutes ces finales, et on parlait de celle de 85 de Jean-Marie et ensuite, mais c'est vrai quand même c'est la performance du paquet quand même. Oui, c'est sûr que quand Toulouse domine devant, et ça va de la génération de Jean-Marie, à chaque fois qu'on a pu gagner des titres, c'était grâce aux avants. Pas grâce aux ailiers, quoi, ce que je veux dire. Non, nous, ça nous a permis de concrétiser leurs efforts. Là, bon, on peut essayer de Marchand, essayer de Gelon, Willis, voilà, ils sont allés se le chercher. Mais tous, ils ont relevé leurs défis. Je vois Rancouz Malia avec Louis Bielbarré, il a mis une pression incroyable sur chaque coup d'envoi, c'était la guerre. Choco Barès avec Moefana, à chaque fois il se l'est mis dans le viseur. Chacun a su relever son défi face à son vis-à-vis. Donc à partir de ce moment-là, quand cette équipe-là le décide de prendre le lead et le leadership, elle est redoutable, et son pire ennemi c'est pas Bordeaux, c'est pas La Rochelle, c'est elle-même, parce que se mettre dans une position comme ça mentalement et psychologiquement c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on joue à 100, 120, 100%, 150% de ses capacités, parce qu'on se met dans une position de transe quand on voit Choco Barès les caramels qu'il a mis durant toute la partie. Voilà, c'était même Thomas Ramos a distribué de trois plaquages. Voilà, on a tous senti qu'ils étaient dans le même courant alternatif. Ouais, Philippe Spanghero, c'est la marque de fabrique. Guy Novès parlait de changer de peau. Finalement, on a l'impression que c'est vrai. Non, mais là c'est clairement ce qui s'est passé. Honnêtement, et c'est vrai que c'est surprenant parce que finalement, je fais mon mea culpa. Johan dit depuis longtemps que le Stade est souvent pas favori en finale. Et puis on oublie un peu parce que le temps passe et que ils sont souvent là. Mais en regardant la série
de Canal hier encore. C'est vrai qu'il y a cette épopée des années 90, de 94 à 97, où on entend les joueurs, Califano, Belot, etc., dire on n'est jamais favori et il faut quand même penser à nous parce qu'on gagne tous les ans. Et donc, c'est vrai que cette année particulièrement, pour revenir à ce qui nous intéresse, le Stade n'était pas forcément favori parce que les grands leaders, tous ceux qu'a cité Johan et qui ont relevé leurs défis, depuis quelques semaines, pas un match, pas sur la demi-finale, donnaient des signaux d'inquiétude un peu. Julien Marchand était pour moi pas à son meilleur niveau. Alexandre Rouma était sorti du jeu, mais Afou, qui était un élément hyper important du dispositif en début de saison, était mis sur le banc. Il y avait quand même des joueurs importants qui étaient un peu en dedans. Et là, tous ces joueurs-là, Julien Marchand fait une très grosse finale. Anthony Gelon qui avait fait des matchs sérieux, mais pas comme cette finale qu'il a faite, qui a été un des fers de lance. Celui qui a été régulier pour moi toute la saison, c'est Willis et Choco Barres. Ça fait partie des deux joueurs vraiment qui ont jamais eu de baisse de régime. Mais les autres, ils ont eu un peu le coup de mou et on se posait la question de savoir s'ils allaient être capables d'eux. Et ils ont tous changé de peau. Ouais, ils ont changé de peau. Jean-Marie Cadieux, pour conclure, voilà, cette génération, elle va faire mieux que celle des années 90 qui ont enchaîné les 4 trophées. Voilà, comment tu sens les choses, toi qui connais la maison? Oui, faire mieux, je leur souhaite, bien évidemment, parce que bon, nous, les palmarès, ils sont faits pour être battus. Les matchs, ils ont encore de la marge. Cette génération. C'est quoi, c'est 9 titres, hein. Faut remettre le contexte. C'est 9 titres. Ouais, tu sais que Movaca joue pas, il y a quand même Dupont qui joue pas, Roumat joue pas. Bon, c'est vrai qu'on a eu une fin de saison un peu chaotique et malgré tout ça, on a trouvé les armes, on s'est métamorphosé, c'est Johan qui a dit ça, mais on s'est métamorphosé complètement pour cette finale qu'on voulait pas perdre et surtout pas perdre de la même manière qu'on avait perdu la demi-finale de Coupe d'Europe. C'est évident parce qu'on les avait trop. On leur a laissé trop de marge, notamment à la charnière. Et Jalibert jouait dans un fauteuil. Là, je pense qu'en troisième ligne, comme on l'a dit, les centres, tout le monde a été au diapason, quoi. Je veux dire, c'est effectivement les avants qui montrent le sens de la marche. On a des touches impeccables, on a des renvois impeccables, on a les secondes lignes, troisième ligne. Mais quoi, c'est tout s'embraye, tout s'embraye quand ça avance. Les mecs reculent, ils font des fautes, ils sont pénalisés, il y a 2 cartons jaunes, ça nous aide, c'est évident. Mais bon, ça les a pas empêchés de rester dans le match. Donc c'est aussi, je pense que une source de motivation pour les années à venir et de progrès pour nous, parce qu'il y a une équipe qui joue quand même bien au rugby et qui a des joueurs de qualité et qui a un entraîneur toulousain quand même. Enfin, qui est un entraîneur toulousain. Donc. Oui, ça veut dire que les idées sont pas mauvaises. Un staff même. Un staff toulousain. Merci, merci de nous prêter vos entraîneurs. Merci. Ouais, non, mais c'est bravo à eux parce qu'ils font une super saison. Et il faut leur dire bravo, bien sûr. Bien sûr qu'on est fiers de nos joueurs. On a quelque part un peu pris notre revanche parce que bon, on l'avait amer, mais c'est bien. Ça nous empêche pas. On va pas faire les malins. C'est pas l'attitude de la maison. C'est pas de se dire on est champion. On veut chaque joueur veut rentrer dans un palmarès au sein du club. Et je pense que c'est bien. Il y a une saine émulation. Ça se passe bien. Et pour que ça dure, mais il n'y a pas de raison. Mais puis on sait que malgré tout, on a besoin de résultats en permanence pour pouvoir rester au niveau. On a un modèle économique, je crois que c'est Philippe qui en avait parlé, mais où on est toujours un peu tendu. Il faut gagner. Il faut surtout qu'on ait, grâce à ça, on puisse peut-être agrandir notre stade avec l'arrivée du métro et qu'on ait d'autres dispositions pour recevoir à la fois les journalistes et les joueurs adverses et qu'on ait un stade qui soit à la mesure du palmarès de notre club. À bon entendeur, ça a vu, on a besoin d'argent. Et voilà. Et le message est passé. Pour que les joueurs et les jeunes joueurs et les nouvelles générations arrivent dans des meilleures conditions pour s'entraîner. Ils sont pas trop mal là. Ils sont pas trop mal. Ça tombe bien, Jean-Marie, parce qu'il y a Marc Giraud qui est en amour fou avec le Stade Toulousain et les fêtes de la Madeleine arrivent à Mont-de-Marsan et visiblement ça marche pas trop mal. Il pourra faire un petit don à l'issue, je pense.
Non. Avec ce que nous coûte le président, à chaque fois, c'est terrible. Parce qu'on on a un contrat moral, à chaque fois qu'il vient avec un trophée, il ne paye pas la chambre. Alors bon, c'est le bordel, parce que nous, on est contents, mais ça nous coûte les yeux de la tête, quoi. Bon, en tout cas, merci à vous, messieurs, de nous avoir fait revivre aussi ces bons souvenirs. Marc Giraud, Jean-Marie Cadieux, et on vous retrouve très bientôt sur l'antenne de Sud Radio pour peut-être commenter un nouveau trophée. Merci en tout cas, un bel été et à très bientôt sur notre antenne. Dans un instant, on va parler aussi de la folle soirée de deux Montpelliérains. L'un est un ancien de la maison, Louis Picamol, l'autre aussi, David Atoub, ancien pilier. Vous allez comprendre pourquoi, on s'en reparle dans quelques secondes. Avec Yoann Huget, avec Félix Panguero, avec vous bien sûr pour revenir sur cette finale 2025 remportée par le Stade Toulousain, mais pas dans toutes les catégories, figurez-vous. Et oui, parce qu'en levée de rideau, il était à peu près 19h sur le terrain du Stade de France à Saint-Denis samedi soir dans la folle chaleur dionysienne. Eh bien, le Stade Toulousain s'est incliné aussi en U16, voilà, au profit du MHR. On avait un poids à respecter pour rentrer à Toulouse. Voilà, pas trop de trophées dans le retour. Enfin, c'était un train, donc normalement, a priori, voilà. 30-26, c'était le score de la finale des à la Mercerie, les cadets. Voilà, c'est toujours une tradition. Moi, je suis très attaché à cette finale cadet. On les a vus au Parc des Princes à l'époque. On les voit désormais au Stade de France. À un moment, elles avaient été absentes et elles sont revenues. On avait été champion. Excuse-moi, François, on avait été champion avec Marc Giraud, notamment en cadet face à Perpignan. Tout à fait. Et donc ça fait plaisir de voir que la tradition se perpétue. La tradition se perpétue. Mais cette fois, ça a souri au Montpelliérain, entraîné par un certain Louis Picamol qui était avec nous la semaine dernière pour nous parler de cette expérience. Et aussi avec un papa qui est David Atoub qui est avec nous. Bonsoir messieurs, bonsoir Louis, bonsoir David. Bonsoir. Alors, juste on va démarrer, c'est assez marrant. Je suis chez David et on vient d'apprendre tous les deux qu'on était tous invités en même temps. Ça, c'est beau ça. Au moment où j'arrive chez David, j'entends à la radio deux invités de Montpelliérain, Louis et David. Et je le vois au téléphone, je passe le portail, je le vois au téléphone. Donc on est voilà, 10 mètres l'un de l'autre. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. C'est sympa parce que vous avez vécu quand même une folle soirée samedi soir, messieurs. Louis, pour commencer. Oui, une folle soirée, oui. Des scénarios, on va dire, rêvés quand l'issue est positive pour l'équipe. Avec un début de match très compliqué, puis petit à petit les gamins ont pris la mesure de l'événement et ont montré le visage qui a été le leur tout au long de la saison pour renverser le match et l'emporter. Donc très fier du parcours, très fier de la prestation des jeunes et surtout de tout ce qu'ils ont pu montrer, l'évolution qu'ils ont eue qui a été la leur tout au long de la saison. Donc c'est de finir comme ça au Stade de France en levée de rideau face aussi à Toulouse, ça a rajouté aux gamins des souvenirs qui resteront, je pense, à vie. 19-0, vous étiez mené et vous avez 26-10 un petit peu plus loin, j'ai à peu près 60e. À 60e, et ensuite il y a eu 3 essais puis 2 pénalités. Voilà pour vous donner ce titre, ce bouclier. Voilà. Yoann, peut-être c'est intéressant. Louis, c'est son premier trophée d'entraîneur quand même. Non, c'est beau, mais il fallait pas un essai de plus parce que c'est lui qui a porté le tir. On l'a senti un peu fatigué. Louis, il faut que tu te remettes au sport, mon kiki. Tu rigoles, il y a même un essai, j'ai oublié d'entrer avec le tir. On a vu. Au niveau de mon jeune, il m'a dit le tir est où? Je dis oh merde. Il faisait chaud. Des moyens, des fois. Il faisait chaud sur la pelouse, hein, Loulou. On a senti, on était avec Fufu. Ça a dû bien rigoler quand vous m'avez vu courir. Non, mais blague à part, en tout cas, 26-10, on se dit que le score est fait. Nous, on est dans les tribunes. Et après, je sais pas si c'est votre marque de fabrique parce qu'on vous a pas suivi, mais voilà, les essais que vous marquez, vous devez rien à personne. Ils partent des 22 mètres avec des trois quarts qui sont explosifs et pétris de talent, hein, j'ai l'impression, mais comment tu peux, enfin toi qui es à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur, mais comment tu peux nous dire la différence entre ces 30-40 premières minutes et ce revirement de situation sur la fin où voilà, vous maîtrisez les débats, il y a plus de match. Le match il a été un peu à l'image de notre saison, c'est-à-dire que souvent on a eu du mal
être constant sur les 70 minutes, puisqu'on joue 2 fois 35 à ce niveau-là. Et par contre, voilà, dès qu'on prenait mesure un petit peu de l'adversaire, mesure de l'événement, de l'environnement et tout, il y a eu pas mal de matchs, alors pas avec autant d'écart de points, mais où on était mené, on a été capable de renverser, on a beaucoup travaillé physiquement tout au long de la saison, on a été dur dans notre façon d'entraîner, avec beaucoup de physique, beaucoup d'opposition, donc en fait on s'est rendu compte aussi qu'on a mieux fini physiquement, on a toujours aussi essayé d'équilibrer les joueurs qui démarraient et ceux qui le finissaient pour qu'il y ait toujours de la plus-value avec le banc, et là aussi je pense que ça a fait la différence samedi. Et après voilà, juste des gamins qui avaient envie d'aller au bout, qui s'étaient dit pas mal de choses depuis 15 jours et qui sont allés se les chercher. Donc le scénario en plus a rajouté beaucoup d'émotions et d'excitation au titre, et ce qui fait que il y avait beaucoup tout le monde était heureux, mais ça a vite été fatigué quand même. Ouais. Week-end éprouvant entre la veille à Marcoussis, découvrir le Stade de France et le scénario du match, voilà, ça a amené beaucoup d'émotions et de charges émotionnelles. Le scénario du match, quand même, avec un essai qui a fait la différence, en tout cas qui permet à Montpellier de passer devant, un essai signé Atoub, David. Non, Atoub Elliott. Salut. Salut David. Celui-là, il aurait pas pu le marquer, David. C'est sûr que non. En boudelle comme ça, sur un coup de pied, peut-être là, j'aurais pu le marquer, mais pas moi, non. Mais donc ton fils Elliott, David, joue quoi, 3e ligne ou ailier? Non, il joue 3e ligne centre ou 3e ligne aile. Il a un profil 4, 6, 8. T'es agent déjà. Ouais, t'as vu? Il est bien. C'est un jeune joueur il était avec les Goderman toute la saison, et depuis 2 mois et demi, il est surclassé avec les à la Mercerie. Donc c'est bien pour eux. Avec Louis et Pierre, ils ont créé une vraie dynamique de groupe. Je trouve que moi, pour les avoir vus jouer en début de saison et tout, il y a une vraie évolution entre ce groupe et c'est une bande de copains, quoi. Et donc c'est ce qui fait la différence sur des grands matchs à enjeu. Ouais. Philippe Songuero, tiens, avec David ou Louis, quand même, sur ces aventures-là. Toi, tu t'en as connu aussi au Stade Toulousain. C'est vrai que ça marque quand même les générations quand on va au Stade de France chercher un bouclier. Ouais, un jeune, c'est vrai, ça marque beaucoup. Alors d'abord, je salue Bobby. J'ai des souvenirs gravés à vie avec Bobby Atoub en Argentine, notamment avec les Tu pourrais nous Barbarians. raconter ses souvenirs, hein, c'est important que tout le monde sache de quoi tu parles. C'est une très belle rencontre. On avait fêté son anniversaire. Alors, j'ai plus le jour en tête, mais je sais soit c'est passé il n'y a pas longtemps, soit c'est bientôt. C'est loin, c'est vrai, c'est loin. Voilà, parce que je me souviens qu'on avait organisé un truc très spécial pour son anniversaire. Ouais, c'est génial. Ouais. Mais bon, je vais m'arrêter là. Ouais. Mais c'était vraiment drôle et chouette. Et donc, non, mais la question est pour Louis. D'abord, bon, bravo Louis. Écoute, j'ai vu tes mots suite à la victoire. Vraiment des mots forts. Est-ce que tu imaginais vivre des émotions pareilles en t'engageant dans cette aventure? Parce qu'on te sent même très surpris de ce que tu ressens et de la façon dont tu vis les choses avec ces gamins. Non, c'est une réelle découverte. C'est vrai que l'année dernière, j'avais un peu accompagné l'équipe de mon fils aîné qui était en U14 pour filer un coup de main. J'avais pris énormément de plaisir et j'avais commencé à émettre le souhait de pourquoi pas encadrer une équipe, et s'est présenté l'équipe à la Mercerie. Donc voilà, ça me permettait de garder un pied dans le rugby, de transmettre aussi quelque chose que le club m'avait donné quand j'étais plus jeune, et cette volonté de transmettre, et petit à petit en fait tu te prends au jeu. Et j'étais vraiment surpris des émotions que j'ai pu vivre, et avec l'apothéose samedi où effectivement, je l'ai même dit aux gamins après, je pensais pas qu'un jour, en ayant fini ma carrière, je revivrais ce genre d'émotions. Donc ouais, non, je me suis surpris, et en même temps, c'est aussi pour ça que je voulais encadrer des jeunes,
c'est pour ça aussi que j'aime tant le rugby, parce qu'il y a que ça qui te permet de vivre ce genre d'émotions et de créer des liens à vie. On a fait quelque chose de fort et d'exceptionnel, et je sais que c'est quelque chose qui sera gravé pour ce groupe-là, staff et joueurs, sûrement à vie. Donc voilà, on aura ce lien, mais quand j'ai démarré en août, jamais j'aurais imaginé vivre ce genre d'émotion après carrière. Ça, c'est une certitude. On rappelle quand même que tu as décroché 3 titres au Stade de France en tant que senior, avec deux boucliers de Brennus et une Champions Cup, enfin une coupe d'Europe. Voilà, donc tu avais connu ça, mais le revivre comme ça 15 ans après, presque, ou 13 ans après, avec les jeunes, c'est beau. David, est-ce que Louis est un bon éducateur, et en quoi il l'est? Alors voilà, toi qui es un parent, parce que les parents, ils sont toujours là au bord à dire l'entraîneur. Avancer sur les entraîneurs et tout. Non, effectivement, non, il a réussi à mettre l'exigence qui est la sienne, et puis surtout il a réussi à faire communier un peu tous les équipiers et d'avoir une parfaite syntonie dans cette équipe. On sent que ils aiment vivre ensemble, et voilà, et ça c'est pas donné à tous les entraîneurs d'arriver à fédérer et d'avoir ce lien qui est indéfectible. Et comme il le raconte, bien évidemment sur cette génération, ça va être gravé à vie, et cette bande de copains, quand ils vont se revoir, ils vont se rappeler de tous les moments qu'ils ont vécus, et c'est génial pour les petits, pour le club. Je trouve que c'est top de prendre des anciens joueurs comme le font très souvent le Stade Toulousain. On voit que la marque de fabrique, elle est vraiment forte dans ce club. Cette identité, elle est très marquée. Et voilà, et donc cette passation par les anciens joueurs, je trouve que ça a du sens. Ouais, tu as été ancien joueur de Montpellier, ça veut dire que tu vas rejoindre peut-être aussi la formation montpelliéraine, toi qui t'es occupé à un moment des féminines, en plus des avants de Lyon, mais à la suite des féminines du Loup à un moment. Hein. Non, pas pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Bon, voilà, mais bon, en tout cas, l'entraînement, c'est toujours un objectif, David, pour toi ? Ouais, bien évidemment. Tout d'abord, je vais me faire opérer sur la fin août des suites de mon accident de circulation. Donc, je vais me faire une 6e opération. Je vais bien me soigner, bien revenir, et puis bien évidemment que j'ai encore envie d'entraîner. Bien évidemment, voilà, c'est quelque chose qui m'anime de transmettre. Donc, d'abord la priorité c'est bien de se soigner, et puis après reprendre du service, j'espère avoir une opportunité. Ouais, et on voit quand même que tu t'occupes bien en tant qu'agent de ton fils, puisque tu es déjà avec l'entraîneur des U16 pour la saison prochaine, en train de boire des coups avec lui. Donc c'est pas mal. On fait pas l'agent, donc vous savez, notre bon vivre à Louis et moi, et donc je pense que on a des choses à fêter, quoi. Bien sûr, mais c'est bien à partager. Vous êtes resté sur la finale, le Loup, après, ou vous êtes rentré direct? Alors, je te cache pas qu'on n'a pas trop vu la finale. Mais c'était plus avec les parents et le staff à la buvette, mais on est resté, donc et les gamins ont pu profiter aussi de la finale, donc ils ont, en plus d'avoir vécu un moment incroyable, ils ont vécu une belle finale, donc c'était, je pense, un week-end assez inoubliable. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette finale, mon loulou, toi qui l'as vu, toi qui as joué des deux côtés en plus? Alors, finalement, tu vois, j'avais pas trop tort quand j'étais venu échanger avec vous sur le fait qu'on parlait beaucoup du fait que Toulouse n'était pas favori, mais bon, toi tu le sais aussi, on connaît bien le club, hein, que ces événements-là, ils savent tellement les préparer, ils savent tellement répondre présent à chaque fois, et ils se nourrissent souvent en plus du fait qu'on puisse émettre des doutes sur eux pour que ce soit moteur, et voilà, même si ça a été dur, même s'ils sont allés se la chercher. Mais voilà, et encore une fois, ils ont trouvé les solutions pour aller chercher un énième titre, et ça montre encore une fois la qualité de ce club qui est plus à prouver, mais qui malgré tout arrive presque à chaque fois à surprendre, parce que comme je vous ai entendu le dire juste avant, on est souvent à chercher ce qui va pas et à dire qu'ils sont pas favoris, mais ils sont toujours là, et 3 ans d'affilée, 24e titre, et voilà, ils écrivent encore un peu plus
la légende et de cette génération, mais aussi de ce club. Donc voilà, c'est assez phénoménal ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, chapeau aux Toulousains et chapeau aux jeunes Montpelliérains, donc entraînés par Louis Picamol, et au papa David Atout, papa d'Eliott. Voilà un des joueurs qui a remporté ce bouclier des U16 à la Mercerie. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Voilà, profitez, partagez avec modération bien sûr, mais on vous fait confiance. Toujours. Allez, excellente soirée en tout cas. On parlait de légende, et bien on va continuer parce que c'est vrai que cette émission elle est placée sous le signe du bouclier, et on va reparler du Grand Béziers avec un de ses anciens joueurs, Diego Minaro, qui sera avec nous, l'ancien talonneur des champions 83 et 84. Restez avec nous, à tout de suite. 20h50 et 10 dernières minutes des Vrais du rugby, et 10 dernières minutes de la saison quand même, avec Yohan Huget, Philippe Spanghero bien sûr, et nos invités. On est très heureux d'accueillir Diego Minaro qui est avec nous, l'ancien talonneur de Béziers, ancien talonneur mais aussi troisième ligne parce que c'était un joueur polyvalent à l'époque, et qui est avec nous. Bonsoir Diego Minaro. Est-ce qu'il est là, Diego? Allô? Je suis bien là, oui. Et ouais, on t'entend, Diego. Bonsoir. Oui. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, parce qu'on parlait là de la génération toulousaine. On peut parler de la grande histoire du Grand Béziers de 71 à 84. Je crois qu'il y a eu 13 Brennus. 10 Brennus. 11, pardon. 11, voilà. Mais avec les Dumanoir, on parfois. On peut faire la confusion. On peut faire la confusion. 11 Brennus, mais c'est quand même énorme. Et surtout, il y avait eu, notamment en 84, il y avait eu une finale avec des prolongations. Et là, ça s'était terminé au tir au but. Est-ce que samedi, tu as cru, Diego, que là aussi, on allait revoir les tirs au but comme ceux que tu avais, cette séance que l'ASB avait vécu contre Agen en 84 au Parc des Princes? Mais je pense honnêtement que j'ai été heureux de ce final, qu'elle soit été gagnée pendant les prolongations et non pas d'être allé jusqu'au tir au but, parce que je pense que c'est vraiment dramatique. Les Agenais, encore au jour d'aujourd'hui, ont été traumatisés, et Bernard Viziès, n'en parlons pas. Donc, à quelque part, c'est vrai que ça prenait le chemin justement de cette finale 84. Et là, on se rend compte que tous les détails comptent. Et voilà, bon, il y a eu ces pénalités qui ont permis à Toulouse de décrocher ce bouclier. Bon, je suis triste pour les Bordelais parce que c'est vrai qu'on aurait aussi aimé les voir soulever ce Brennus. Mais c'est comme ça, c'est le sort d'une finale, ça se joue sur des détails. Bravo aux Toulousains et bravo aux Bordelais pour le spectacle qu'ils nous ont rendu. Voilà. Ouais, et c'est vrai que, on va dire, ce pack toulousain était, on va dire, bien dans la lignée du pack biterrois de la grande époque, quand même. Toi qui as été, on va dire, de la fin de la grande épopée de l'ASB 83-84, mais c'est vrai qu'il y avait toute une tradition devant. Ce pack toulousain a relevé le défi, a mis la marque un peu sur cette finale. Carrément, parce que d'entrée, on l'a vu de suite sur les premières mêlées. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé sûrement dans cette semaine préparatoire. J'ai eu l'impression qu'ils ont mis une double poussée sur ce que j'ai cru voir. On a senti qu'ils décrochaient réellement cette équipe de Bordeaux, et une fois que les appuis étaient perdus, il y avait une deuxième poussée qui faisait que ça les faisait littéralement exploser, quoi. Donc il y a eu cela. Il y a eu ces fameux molles portés où on les a vus que de suite ils étaient hyper efficaces, compacts, et ils travaillaient très fort avec les jambes, mais sitôt ils n'attendaient pas que ça s'organise, ils détruisaient tout. Et puis après, bon, bien sûr, cette défense rush qui a été énorme, c'est certain que parfois je me suis dit peut-être il aurait fallu, je sais pas, c'est facile à dire, mais bon, utiliser un peu le R2 pour essayer de leur faire comprendre que parfois aussi on pouvait les jouer par-dessus, et peut-être qu'ils montent au moins vite, parce que c'était pratiquement dans la suspension de ballon, le mec il prenait le ballon, il prenait le défenseur sur lui, quoi. Terrible. Dessus, bien sûr, les indisciplines et les cartons jaunes, malheureusement, une finale, vous ne la gagnez pas si vous n'êtes pas perfectionniste dans tous ces domaines-là, quoi. Voilà. Ouais, Yohan et Philippe, bien sûr, j'imagine que vous qui êtes des jeunes, Philippe et Yohan, quand même l'épopée du Grand Béziers, ça vous parle, et est-ce que c'est un défi pour le Toulouse d'aujourd'hui, Yohan? Non, ça nous parle parce qu'ils ont construit la réputation du rugby, et ils ont laissé, voilà, on est de passage, et ils ont laissé une belle trace dans ce club, et justement
c'est pas une source de motivation parce qu'il y a quelques années d'écart avec la génération des Toulousains, mais en tout cas c'est un exemple à suivre dans la longévité et c'est ce que vont essayer, je pense, de faire les joueurs du stade, déjà se concentrer sur l'ancienne génération, comme on l'a dit, où ils ont 8 ou 9 boucliers. Eux, ils vont essayer d'aller le chercher, mais là, c'est plus de la compétition en interne, ça nous nourrit. Je sais que les anciens, Jérôme, il branche beaucoup. Jérôme Casalbou, il branche beaucoup Antoine Dupont sur ça. Voilà, oui, parce qu'il a 8 Brennus, je crois, Jérôme. Hein. Il a ça et j'ai une scène dans le vestiaire juste après match où Jérôme va féliciter Antoine pour la saison et il dit, mais Antoine, il a une réflexion de suite, cette clairvoyance, il dit sur tous les boucliers que tu as gagnés, Jérôme, est-ce que tu les as tous joués, les finales? Il voulait juste voir, tu vois, cette compétition. Donc c'est marrant, cette compétition intergénérationnelle. Mais en tout cas, voilà, félicitations pour tout ce qu'ils ont pu faire. Et comme je dis, oui, Toulouse avait une rush défense, certes. On a vu Mathieu Jalibert essayer de mettre 2 ou 3 petits coups de pied par-dessus. Ça n'a pas fonctionné. Il excelle dans ce domaine-là. Mais je pense que les Toulousains étaient armés aussi pour le contrer, parce que Pierre Graou, on pensait qu'il n'était pas là, mais il faisait pas mal de couverture, notamment sur un coup de pied par-dessus où il a récupéré. Oui, effectivement. Diego, on est obligé, on va dire, d'évoquer quand même, quand on évoque le Grand Béziers, d'évoquer aussi Narbonne, et donc Philippe Spanghero est représentant de la famille Spanghero quand même, Philippe. Mais oui, bonjour Philippe, mais on se connaît un petit peu, ouais. On se connaît, bien sûr, salut, mais franchement, c'est quand même ces deux clubs, c'est des clubs qui se sont nourris aussi par leur rivalité et qui ont grandi tous les deux. Donc bon, moi, bien sûr, je suis né avec le traumatisme de la finale 74, qu'on m'a obligé à voir X fois en refaisant 50 ans après le drop de Cabrol, l'attentat d'Olivier Saïssé avant le drop de Cabrol. Enfin voilà, donc j'ai toutes les images en tête. Mais en tous les cas, honnêtement, c'est vrai que Béziers a marqué. Puis j'ai pas mal bossé avec Richard Astre après avec les Babas, donc on a échangé beaucoup et j'ai beaucoup aimé discuter avec les Biterrois. Mais moi, j'ai juste une question. Comment vous expliquez cette fin de règne, ce manque d'anticipation? Parce que c'est vrai que Toulouse a eu quelques trous d'air, mais il retrouve les sommets au bout de quelques saisons et l'ASB a eu des difficultés. Alors ça s'explique par quoi selon toi? Alors, je t'expliquerai déjà pour commencer quel a été le noyau dur. Le noyau dur, c'est les juniors échecs de 1968. J'avais cette photo dans mon bureau quand j'étais directeur des centres de formation, où sur cette photo, il y avait déjà 8 Biterrois qui allaient faire le noyau dur, qui allaient créer cette grande épopée avec le titre 71 et tous les titres qui se sont enchaînés. Par la suite, moi-même, j'étais un élément qui a intégré ce noyau dur et avec succès puisqu'on a décroché les 2 derniers titres. Mais après, il faut savoir qu'en 1985, nous avons eu la perte dramatique de Pierre Lacan. Ça a été quelque chose de dramatique puisque c'était notre porteur, celui qui portait l'héritage, le legs. Suite à cela, il y a eu des choix qui ont été faits où on est allé chercher un entraîneur qui n'était pas dans la filière biterroise. À partir de là, le noyau dur s'est disloqué puisque certains joueurs de ce noyau dur ont décidé de partir sur Montpellier. Et à partir de là, moi j'ai suivi le club dans toutes les périodes, même la descente en Fédéral 1 où j'ai eu entraîné et tout. Mais ce noyau dur, il s'est disloqué parce qu'à un moment, cet héritage, il n'a pas su être perpétué. Et pourtant, Dieu sait si on a eu une formation aussi intelligente. Mais la différence, c'est que sur Toulouse, tous les acteurs de la filière formation sont tous des joueurs qui ont porté le maillot. Et je pense qu'un mec comme Didier Lacroix, que lorsqu'il est revenu au cœur de ce stade toulousain qui avait connu quelques difficultés, il a voulu de suite mettre l'institution au-dessus de l'ego de qui que ce soit. Et c'est ce qu'il a manqué à Béziers. Il faut que réellement l'institution se trouve au-dessus de l'ego de qui que ce soit. On vient la servir, on vient pour être le meilleur, mais on ne peut pas, dans des clubs comme Toulouse et des clubs comme Béziers, avec des histoires, les passer tels qu'ils sont. On n'a pas su conjuguer ce passé et parfois, comme souvent je l'ai dit, on s'est autodafé. On avait du mal à parler de ce passé. Les gens disaient « ouais, mais il y en a marre de ci et là », alors qu'on ne se rend même pas compte qu'on est assis sur un trésor, mais qu'il suffisait simplement de redonner la place à tous ces joueurs pour qu'ils s'investissent. Parce qu'aujourd'hui, le drame, malheureusement, moi j'ai travaillé jusqu'en juin 2023 à la tête du centre de formation. Et je suis heureux d'avoir transmis ce patrimoine, ce legs que j'ai reçu moi-même. Et aujourd'hui, on a réellement besoin de gens qui ont connu le
rugby à haut niveau qui s'investissent justement pour faire passer cet héritage, parce que sinon on va se perdre. À un moment, on va se perdre. Il est important. Pour moi, je pense. Après, Diego, je suis malheureusement obligé de conclure parce qu'on dépasse, voilà, mais c'est notre dernière émission, mais voilà, il y a des tolérances, mais je suis obligé de couper. Je renvoie quand même à ton livre que tu as écrit avec Jean-Luc Fabre, Devoir de mémoire, qui est un livre excellent, qui retrace à la fois ton parcours et puis aussi toutes ces heures de l'AS Biterroise, bien sûr, et également voilà, sur tes projets avec notamment le maillot. RPP 1.3, oui. Ouais, je te promets qu'on en reparlera début de saison prochaine. Oui, parce que tu fais beaucoup d'efforts pour que voilà, il y ait plus d'accidents en mêlée, qu'on aménage le maillot des premières lignes pour que les joueurs puissent avoir des accroches et qu'il n'y ait plus d'accidents au niveau amateur. Merci Diego Minero d'avoir été. Juste à Jean-Luc Favre, qui est l'auteur de ce livre, c'est lui qui avait écrit le livre d'Alain Estève, Alain Paco, et ça c'est la trilogie. Si vous voulez, il raconte toute l'histoire, c'est une passion d'histoire, un superbe auteur. Merci de votre invitation. Merci Diego. Bonne soirée à tous les gars. Ciao, à bientôt. Ciao. Et merci à toute l'équipe Sud Radio, les Quentin Frodon, Quentin Cabanis, bien sûr toutes les équipes qui ont travaillé. Je pense à Aude qui était au standard ce soir avec nous, et également donc vous, monsieur Philippe Spanghero, et bien sûr Yoann Huget. Je vous souhaite de bonnes vacances. On peut partir tranquille. Voilà, et on peut laisser les clés de la radio et les clés d'une vie à Jacques Pessy avec Virginie Lemoine. Excellente soirée. Plessis. Jacques Pessy, bien sûr.